Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Judith Fetzer. Judith est la présidente et cofondatrice de Cookit. Cookit est une des plus grosses entreprises de prêt à manger et prêt à cuisiner au Canada, comptant plus de 700 employés. Le Canada Business a décerné le prix de l'entrepreneur féminine de l'année à Judith. Merci Judith de venir à mon podcast. Ben là, ça me fait un grand plaisir. Puis, tu as dit 700 employés. Oui. Mais on est rendu à 350 employés à peu près. OK. Puis c'est pas parce qu'on fait moins de chiffre d'affaires, c'est juste parce qu'on a automatisé, parce qu'on est vraiment plus efficient que quand on a connu comme une genre d'hyper-croissance où tout était désorganisé puis le bordel. Fait que... Bon, ben super, mais tu sais, ça m'emmène à une de mes questions que j'ai plus tard, mais ça me tente de te poser tout de suite. Ben let's go! À quel point la course au chiffre d'affaires est important? Tu sais, on dirait que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est tout le temps comme « Ah, lui, il fait combien de chiffre d'affaires? » Puis tout ça. Est-ce que c'est... Pour toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est la course au plus gros chiffre d'affaires ou pas nécessairement? Ouais. C'est vraiment... tu sais, c'est pas ça parce que la mission de Cookit est vraiment plus grande que moi. Mais veux pas. Surtout... Puis, tu sais, je vais répondre comme ça, là, surtout en tant que femme. OK. Je trouve ça important parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans le monde typiquement affaires. C'était un discours qu'on entendait beaucoup là, comme du côté masculin. Ouais. Il y a très peu de femmes qui osent dire ça, fait que je me fais un peu le porte-étendard de ça, que tu peux être une femme et rêver grand, et rêver justement en termes de grande portée. Tu sais, moi, je tripe sur la façon dont on fait de la business. Je trouve qu'on fait vraiment de la belle business. C'est tout le temps win-win-win. Tu sais, toutes les parties, il faut qu'on... Tu sais, moi, j'essaie jamais d'écœurer mes fournisseurs pour avoir le meilleur prix. Tu sais, je veux vraiment qu'on fasse de la belle business saine. Puis ça, tu sais, d'en faire encore plus, tu sais, d'avoir encore plus d'employés qui vont triper, d'avoir plus de... Tu sais, tout ça, là, d'avoir un plus gros impact sur l'alimentation au Canada, tout ça, ça me fait triper. Puis je me souviens, à mes débuts, là... on avait comme 3 millions de chiffres d'affaires, mettons. Ouais. Puis j'avais déjà dit ça dans une entrevue. Puis un de mes partenaires, avec qui je suis plus en affaires d'ailleurs, mais un de mes partenaires m'avait dit, tu sais, Jude, tu peux pas vraiment dire des affaires comme ça. Puis ça m'a tellement trigger que maintenant, je suis comme, non, je vais le dire. OK. Puis il m'avait dit, puis c'était vraiment chiant ce qu'il m'avait dit, là, mais il m'avait dit, tu peux pas faire comme Marie-Lou, admettons, comme plier des serviettes de table ou whatever. Oh puis my j'étais God. genre... C'est pour ça que c'est plus ton partner ou... Ah, ben c'était justement, c'était un peu le personnage. OK, je comprends. Puis, je sais que tu l'as sûrement probablement dit plein de fois, mais peux-tu juste rapidement, là, juste pour les gens peut-être qui connaissent pas ton histoire, comment ça a commencé, Cookit? Puis même un peu avant, tu sais, t'étais comment? T'as étudié en quoi? C'est quoi ton parcours, là, tu sais, rapidement? OK. Ben moi, je suis une fille de Longueuil et au secondaire, comme la plupart du monde, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais la fille qui s'impliquait dans tout, par exemple. Tu sais, j'étais comme dans le journal étudiant, dans le comité du bal, dans ci, dans ça, dans toutes les espèces d'organisations qui existaient. Ça, c'était moi, mais je performais pas très bien à l'école. J'étais au cégep, j'ai lâché, ça a pris comme 3 minutes. Okay. Et là, j'ai commencé une carrière dans l'industrie du sous-marin. Fait que j'étais allée au palais du sous-marin. Puis après ça, j'étais à la villa du sous-marin. Puis j'ai fait plusieurs restaurants, là, de plus en plus upscale, mettons, là, je te rassure. Ouais. Et j'ai fini par faire 10 ans dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai travaillé dans les meilleurs restos à Montréal, au Holder, au W. J'ai travaillé à l'international aussi. Et tu faisais quoi là-bas? Soit serveuse, bar ou gérante. OK. Puis je tripais sur ce métier-là. Tu sais, je suis une fille qui adore le monde, j'adore parler avec le monde, j'adore le dynamisme de tu sais, c'est comme, tu sais, c'est très short-term gratification. Tu sais, t'es dans le jus, il faut que tu serves tout le monde. Tu sais, puis c'est comme, tu sais, il faut être super efficient. Là, puis moi, je te dis, là, un jour, je vais faire des conférences sur l'efficience. Tu sais, ça va s'appeler comment tout faire sans jamais rien faire. OK. Ça, c'est comme... Parce que, justement, je veux tout faire, mais, tu sais, il faut apprendre à déléguer dans ce temps. Ouais. Fait que j'ai été dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, puis ça m'a amené à rencontrer pas mal de monde aussi. Puis
un moment donné, j'ai eu comme une passe plus rough, aux alentours 21, 22, grave problème de consommation de drogue. Je me suis ramassée comme... Je venais de me marier, je me suis divorcée 3 mois après. C'est ça, je dormais plus. Puis est-ce qu'il y a comme une raison de tout ce mini downfall-là ou non? Ou... Mais c'est parce qu'en fait, il y avait comme un clash entre la vie que je voulais, que j'imaginais, parce que je voulais comme grand... Puis la vie que j'étais comme en train de bâtir, tu sais, quand je me suis mariée, puis là, mon mari me parlait qu'il voulait qu'on... Hey, c'est drôle, hein, j'en ai fait des tonnes de podcasts, mais tu sais, mettons, j'ai jamais raconté que j'avais fait de la drogue, puis... c'est bien intéressant. Puis mon mari me parlait de déménager comme à Saint-Philippe de la Prairie, puis comme dans une genre de maison mobile, puis qu'on allait s'acheter un chien, puis j'étais comme... Fait que ça m'a comme fait un peu imploser parce qu'il y avait comme une trop grosse dichotomie entre ce que je voulais faire puis ce qui se passait réellement dans ma vie. Fait que là, après ça, je suis comme... Je me suis séparée, je suis comme partie hors de contrôle, j'ai perdu la plupart de mes amis, j'ai dormi dans mon char pendant un mois. Ouais. Puis c'est normal parce que je l'ai jamais dit, mettons, dans un média, mais je suis rendue ambassadrice des Auberges du Cœur. Puis les Auberges du Cœur, ils ramassent comme ces jeunes éclopés-là qui sont un cas. Fait que, tu sais, d'entendre leurs histoires, ça m'a comme donné un peu le goût de sortir la mienne du placard. Ben oui, c'est ça. C'est tellement intéressant parce que là, si on regarde tes réseaux sociaux, on regarde, tu sais, exemple, tu écris Judith Fezer sur Internet, puis tu fais actualité, tu vois juste, tu sais, grosse entreprise, on déménage dans le Vieux-Mont, tu sais, des affaires big, tu sais. Oh mon Dieu, t'as pas vu ce reportage-là? J'ai vu, ça a passé à la télé, je l'ai vu direct. Oh mon Dieu! En live, je l'ai vu, qui était comme, on a réduit nos bureaux. Quelle honte! Mais pourquoi c'est hot? T'aimes pas ça? T'aimes pas le fait que tu changes de bureau ou t'aimes pas que ça soit publicisé? Non, c'est juste que tout dans ce reportage-là, c'est ceux qui l'ont pas vu, là, ça a passé au téléjournal la semaine passée. Genre, je suis comme dans une période, là, ça fait 4 mois là, qu'on est dans le jus, qu'on travaille 800 heures par semaine, que j'ai 400 événements par semaine. Je suis beaucoup dans l'extrême. Là. Mais tu sais, j'ai pas dormi depuis genre comme les 4 derniers mois. Là, j'étais sortie la veille, j'étais hangover, j'avais comme, tu sais, j'avais mon maquillage la veille avec mes faux cils de cogner. Là, après ça, j'essaie d'expliquer aux journalistes que Cookit est une jeune entreprise vibrante. Il y a genre personne au bureau. Oui, c'est ça, le bureau il est vide, il fait noir. Oui, c'est ça. Genre, il fait des close-ups sur la vieille moisissure. J'étais comme... C'est drôle, puis on a regardé ce reportage-là, il a passé comme on savait pas quand est-ce qu'il passait. Puis finalement, je faisais un 5 à 7 avec des jeunes chez Cookit, chez nous. Ouais. Je pense qu'on a ri, là, pendant... De un, j'étais comme, c'est sûr que je vais jamais partager ça sur les réseaux sociaux, mais j'étais rendue couchée par terre à quel point c'était cringe. Puis là, moi, je suis dans mon podcast, là, je suis comme, tu sais, ce documentaire-là. C'est sûr que tout le monde s'en va sur... c'est sûr, ils sont comme, OK, mais c'est ça. C'est Radio-Canada, je pense. Oui, c'est ça, allez voir ça. Vraiment, OK, ben vraiment cool. Fait que là, t'as fait ça, t'as changé un peu t'as comme eu ce downfall-là, mais tu t'es dit... C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est que sur un coup de tête, j'ai appliqué pour aller travailler au Club Med. OK. Puis, genre, j'ai appliqué comme le mardi. Là, ça a donné qu'ils faisaient des auditions à Montréal le jeudi. Puis, ils m'ont rappelé comme le vendredi pour me dire tu déménages pendant 9 mois au Club Med à Columbus dans 3 jours. Oh shit! Tu sais, fait que c'est comme en l'espace d'une semaine, là, genre... Toute comme ma vie a changé. Là. Fait que là, je me suis débarrassée de mon char. J'étais en coloc avec un gars, j'ai dit que je partais. J'avais un job, j'ai dit que je partais. Puis genre, j'ai comme pacté une valise, puis j'ai sacré mon camp. Puis quand j'étais là-bas, j'avais une fascination envers les gens qui étaient capables de se payer des vacances au Club Med. On s'entend, c'est quand même dispendieux. C'est cher, ouais. Super cool, qu'est-ce que Judith vient de raconter. Mais avant de la laisser continuer, je dois vous parler de CaseMe. CaseMe est une entreprise de e-commerce québécoise de design et de fabrication des plus beaux accessoires mobiles et du pour cellulaire, AirPods, MacBook, chargeurs portatifs, etc. En plus de vendre en ligne, CaseMe est également très fort dans la personnalisation des étuis aux couleurs d'entreprise. Dernièrement, ils en ont fait pour Beneva, les Canadiens de Montréal, Remax, Chocolat Favori et plusieurs autres. Pour vos futures commandes, que ce soit sur le site ou les étuis corpo, vous allez obtenir 15% de rabais sur votre prochaine commande avec le code NIRI15. Fait que 15%, c'est quand même pas pire. Et pour obtenir, vous rentrez dans la section code promo NIRI, N-I-R-Y, 15 en chiffres, donc 1, 5. OK, on retourne au podcast.
Puis à l'époque, on est en 2004, ça coûte à peu près 3 000 $ par personne la semaine. Fou, hein? Moi, j'étais comme, qui a les moyens de se payer ça dans la vie? Puis quand tu es un géo, ben à tous les repas que tu manges, tu n'as pas le choix de manger avec différents GM. OK. Fait que tu es comme 2 géos maximum par table avec 8 GM. Puis les GM, c'est les gentils membres, donc c'est les voyageurs qui sont là. Puis j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis je suis une fille vraiment curieuse. Fait qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ça a été quoi leur pattern? Fait que fais ça, là. Fais du réseautage, comme pendant 9 mois, 2 repas par jour, admettons, là, 6 jours par semaine. Tu rencontres du monde dans ta barouette. Là, je rencontrais des entrepreneurs, des politiciens, des artistes, des ci, des ça. Puis ce que je me suis rendu compte, comme... grosse illumination, là, comme si jamais personne n'avait compris. Mais c'est qu'il y avait vraiment une corrélation, puis c'est que tous ces gens-là étaient allés à l'université. Okay. La plupart. OK. Fait que je me suis dit, ben là, je vais aller à l'université. Je vais aller à l'université, puis je dois pas être plus conne que les autres. Fait que je devrais être capable de faire quelque chose. Ouais. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que... fallait pas que tu sois vraiment fort là, pour aller à l'université. J'étais à l'UQAM en plus. Puis t'es allé en quoi? J'ai commencé en ressources humaines. OK. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas moi. J'adorais les humains, fait que c'est ce qui m'avait comme fait penser que les ressources humaines, j'aimerais ça. Bon thinking, quand même. Oui, voilà. Les ressources humaines, j'étais comme, hey, il y a le mot dedans. Non, c'est pas ça. Puis après ça, mais tu sais, mettons, pour ça, je voyais quelqu'un qui travaillait en dotation, puis là, cette personne-là faisait comme la même chose, tu sais, faisait de la dotation, tu sais, puis mettons, comme chez nous, le monde, les gens en RH, en talent culture, ils font pas mal plus d'affaires, puis on était une plus petite équipe, mais mettons, je regardais les gens qui travaillaient, mettons, chez Gaz Métro, puis fait que ça m'a comme fait paniquer, puis je me suis dit, moi, je peux pas faire la même chose tout le temps, là, tu sais. Fait que après ça, je suis partie en administration des affaires qui était comme un mix and match. Puis là, c'était le fun. Tu apprenais comme l'économie, la comptabilité, le droit, un peu de tout, mais rien en deep dive, mettons. Puis après ça, ben comme j'avais justement cette base-là en administration des affaires, fait que je commençais à comprendre un peu comment le monde des affaires, mettons, ça marchait. Ouais. Puis que parallèlement à ça, j'étais toujours serveuse. Fait que j'ai commencé à poser des questions en plus à mes clients, puis à refaire un peu le même genre de truc que je faisais au Club Med. Puis finalement, je suis devenue comme la fille qui partait des business. OK. Fait que je travaillais à la grande terrasse dans le Vieux-Port. Puis j'ai fait comme 3-4 étés là. C'était super payant. J'adorais ça. C'était le fun dans le Vieux-Port. Fait qu'il y avait un client qui était en haut, qui habitait en haut, que ça faisait longtemps que je connaissais, qui lui m'a dit... Lui, il s'en allait au Ghana, faire de l'import-export en Afrique. Puis moi, j'étais comme, ben là, genre, je veux venir. Fait qu'il m'a comme embauché, puis on est parti au Ghana faire de l'import-export pendant 6 mois en Afrique. J'ai vraiment trippé, tu sais, c'était comme... Moi, ce qui m'a vraiment marqué de ça, c'est que je me suis dit, aïe, tu sais, c'est sûr, certain qu'il y avait un peu de cash, là, puis il y avait des investisseurs, mais il pouvait prendre une décision, puis genre, le lendemain, il était rendu comme entrepreneur en train de montrer une business. Puis la seule affaire qu'il avait faite, ben, à part prendre un avion, là, mais tu sais, c'était comme d'ouvrir son laptop puis de faire, bon, ben, on va commencer aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme... Illumination. Ça se peut, tu sais, tu peux juste comme faire... Et voilà, je suis en affaire. Ouais. Quand tu te rends compte que c'est pas une grosse... c'est vraiment un mindset. T'as pas besoin d'être genre dans des gros bureaux avec plein de monde pour dire « OK, là, j'ai une entreprise. » Tout ton laptop, puis c'est parti. Puis après ça, c'est quand que t'as commencé Cookit? Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai parti 2 autres business comme ça. Puis à un moment donné, j'ai pogné comme... la chienne, puis j'étais allée travailler chez Gaz Métro, là, travailler syndiqué, puis là, finalement, j'ai comme fait... Pourquoi t'avais pogné la chienne? C'est parce que t'étais l'insécurité de l'entrepreneuriat, ou...? C'était pas l'insécurité de l'entrepreneuriat, mais c'est juste... De un, tu sais, mettons, quand je le raconte comme ça a l'air cool, là, mais c'était beaucoup... c'était beaucoup d'échecs. Okay. Tu sais, mettons, souvent, on était allé faire de l'import-export au Ghana. Finalement, on est revenu, ça n'a pas marché. C'était vraiment une super de belle expérience. Mais tu sais, fait que c'était beaucoup de... Puis j'avais pas tellement confiance en moi à ce moment-là. Fait que, tu sais, la narrative de, genre, au lieu de voir le positif, puis genre, fail quick, puis genre, au moins, j'ai appris des choses. Tu sais, ça m'a pris un petit peu plus de maturité, mettons, avant d'arriver à ce stade-là. Ouais, parce que quand il n'y a pas de succès précis, on dirait que c'est tough de se dire « Ah, nice, je suis bon à faire ça. » Oui, voilà. Fait que là... une coupe d'échecs de suite. Ouais. Fait que là, je vais travailler chez Gaz Métro. Ma mère me convainc. Elle a essayé l'entrepreneuriat. Ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, fais pas ça, Jou. Puis, Puis, en toute franchise, tu sais,
c'était ça la trame narrative qui était autour de moi. Okay. C'était beaucoup ça que j'entendais quand, mettons... fait que là, je suis chez Gaz Métro, j'haïs ça pour mourir. Là, comme, je déteste chacune de mes journées. Tu sais, c'est une belle organisation, j'ai des collègues bien belles fun, mais j'haïssais chaque minute de chaque journée. C'était insupportable. J'étais pas raide. Il y a aucune chance que j'allais avoir jamais une promotion. Fait que là, tu creuses encore plus ta tombe. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme... Tu sais, je me souviens, je me suis dit, je vais comme faker que j'étais en dépression. Puis, tu sais, quand je regarde en post-mortem, j'avais pas besoin de faker. J'étais vraiment les deux pieds dedans, puis ça allait vraiment pas bien mon affaire. Fait que j'allais voir mon médecin, il m'a donné un papier du médecin. Je suis partie comme en congé de dépression pendant, mettons, 6 semaines. Puis pendant ce temps-là, je l'appelle souvent ma période savant fou. Fait que je me suis mis à écrire des plans d'affaires. Fait que j'en ai écrit à peu près 27. Puis à un moment donné, je suis tombée sur l'idée de Cookit, qui était comme qui était une entreprise qui était pignon sur rue à Berlin. Fait que j'avais pas trouvé... C'était une amie qui était allée à Berlin en voyage PR avec le groupe LVMH. Puis il faisait le tour de What's Up and Coming. Puis elle est tombée là-dessus. Puis je suis tombée en amour avec ce concept-là parce que ça ramenait comme ce que j'aimais le plus, faire des expériences, la bouffe, rassembler du monde. Fait que je trippais vraiment sur ce concept-là. Puis au même moment, il y avait Frank & Oak qui était comme en train de... Tu sais, c'était comme l'explosion totale là, de Frank & Oak, positivement. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si je mettais ces deux business models-là, un par-dessus l'autre? Fait que cette boutique-là, puis pour avoir travaillé dans les restaurants pendant 10 ans, je m'étais dit que jamais je voulais avoir un restaurant parce que comme t'es obligé d'être là 24 heures sur 27. Ouais, non, c'est ça. Puis ce concept-là de Frank & Oak avec le e-commerce, à ce moment-là, il y avait le crate. Fait que c'était de mélanger un pour un. Puis là, c'est là où j'ai commencé à en parler avec tout le monde. Fait que moi, quand j'ai une idée dans la tête, c'est comme très difficile de me l'enlever. Puis peu importe à qui j'en parlais, tout le monde me disait, tout le monde essaie de te sortir, genre, mais non, mais ça va pas marcher. Mon oncle, lui, il a fait faillite. Puis ça, ben, quand t'as pas beaucoup d'estime, tu sais, quand t'as pas... Ça te rentre dans la tête. Oui. Puis après ça, tu regardes aussi les statistiques, puis 9 entreprises sur 10 sont un fucking échec. Fait que pourquoi, pour moi, ça marcherait? Et puis c'est vrai que j'abandonne rapidement, puis je lâche pas tout le temps mes affaires, puis Fait que finalement, j'ai fait... puis de la merde, genre comme it's not gonna work. Fait que je suis retournée travailler chez Gaz Métro. Puis là, comble, tu sais, comme plus beau moment de ma vie, 6 semaines après, je me fais congédier. Chose qui arrive jamais chez Gaz Métro. C'est comme full syndiqué. Puis, mais j'étais vraiment poche raide. Fait que tout le monde m'aimait, mais tu sais, je colle sérieux. Je comprends. Fait que, puis à ce moment-là, ben, c'est là que j'ai eu vraiment mon déclic. Là, ouais. Puis, fait que là, quand tu as commencé, moi, je m'intrigue parce que, tu sais, j'en reçois plein des entrepreneurs ici, puis je me demande, quand tu veux partir un modèle d'affaires comme le tien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu t'achètes des boîtes, puis des pots, puis t'es comme, bon, OK, genre, on monte les boîtes dans ma cuisine, ou comment ça se passe, le début? Ben, fait que là, j'en parle avec mon meilleur ami, qui, lui, est rendu en France. Lui, il me dit, c'est bon, Jou, je m'en reviens, on la partit ensemble. Puis en même temps... tu sais, fait que là, ça fait une semaine que je me suis fait crisser dehors. Fait que j'en parle avec Thomas. Fait que Thomas me dit, ça en revient. Puis la même semaine, je rencontre Pat, mon chum actuel, sur Tinder. Puis là, sur la deuxième date, je pitch le plan d'affaires de Cookit. Puis il est comme, c'est malade, je veux t'aider. Lui, c'est un gars de chiffres, un gars d'Excel. Fait que je suis comme, parfait. Fait qu'après ça, ben, c'est ça, là, tu sais, c'est comme, bon, comment on fait ça? Fait que là, tu comprends que ça te prend un site web, ça te prend un nom d'entreprise, j'imagine que ça va te prendre un local. Mais tu sais, nous, on partait, tu sais, nous, c'était comme, dans le plan d'affaires, c'était comme de 0 à 50 millions de chiffre d'affaires en genre 4 ans. Fait que dès le début, on avait comme l'intention que ça soit gros. Puis, mais les débuts ont vraiment été plus difficiles qu'anticipés, par exemple. Fait que quand on a commencé à bâtir ça, ben, on avait mis 30 000 $ chaque. Fait que ça nous faisait comme 90 000. Puis ça, c'était toutes tes économies que tu avais? Oui, c'était vraiment tout. J'avais pris 5 000 à ma mère. J'avais sorti comme mon 910 $ en REER. C'était toutes mes économies. Puis, fait que, tu sais...
Mais, tu sais, mettons, à l'époque, c'était en 2014, on fait faire le site web en 2013. Les Shopify de ce monde, ça n'existe pas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, on a une plateforme Magento, mais il faut que tu payes un dev pour la monter. Tu sais, juste le site web nous a coûté 30 000. Oh C'était comme un site vraiment comme, tu sais, que tu es capable de faire en 3 minutes maintenant sur Shopify pour 22,99 par mois. Là, je comprends, ouais. Fait que c'est pas tout à fait la même... C'est pas tout à fait la même époque. Puis là, on s'est dit, nous, dès le début, comme Frank & Oak, c'était notre inspiration à e-com, puis qu'on savait pas vraiment faire du e-com, bien, on a googlé Frank & Oak, puis on a vu qu'il était au 165 Viateur. Fait qu'on est allé voir là s'il y avait des locaux disponibles, puis on a pris un local. Parce que nous autres, c'était simple, là, c'était comme la première semaine, on livrait comme 3000 boîtes. Là, fait qu'on avait besoin d'un local. Ouais. Mais finalement, on a livré 2 boîtes la première semaine. C'est ça. Fait qu'on n'aurait pas eu besoin d'un local. OK, je comprends. Je l'aurais fait comme peut-être plus étape par étape. Ouais. Mais le fait que on avait comme 3 000 de loyer à payer par mois, puis que c'est comme t'as un local, c'est comme it's real. Ouais, c'est ça. C'est le spirit aussi qui vient avec le local. Ouais, je comprends. C'est comme t'as pas le choix de... c'est pas juste comme un temps, t'as lancé un site web, puis là, tu peux retourner chez vous puis écouter Netflix, puis genre comme... Là, t'as comme des obligations pour de vrai. Ouais, je comprends. En post-mortem, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais c'est ça qu'on a fait, puis ça a marché. Puis là, j'ai vu qu'en 18 mois, vous avez passé de 98 000 à 3 millions. Je sais pas si c'est accurate. Mais à chaque année, mais en fait, pour les 7 premières années, mettons, on a triplé Cookit à chaque année. Puis ça, là, une business qui triple à chaque année, comment ça se passe? Parce que, il me semble que tu n'as même pas le temps de t'accommoder dans ta... Tu n'as même pas le temps d'arriver dans une zone, on va dire, confortable, puis tu es déjà rendu dans l'autre step d'après. Comment tu peux gérer ça? Mais c'est drôle parce que moi, j'ai tellement l'impression que tout est long. Comme... Mais je te l'aurais fait, je t'aurais fait ça bien plus rapidement que ça. Ouais, je comprends. Mais c'est justement parce qu'on faisait comme étape par étape. Puis c'est ça. Mais tu sais, de passer de... Tu sais, la première année à 90 000 de chiffre d'affaires, là, c'est longtemps. Là. Ouais. Tu sais, tout de suite après avoir lancé Cookit, Pat, qui était mon chum, qui était un actuaire aussi, qui avait 2 enfants. Moi, je suis tombée enceinte comme 4 mois après avoir lancé Cookit. OK. Fait que lui, évidemment, il n'a pas eu le choix d'aller travailler parce que le coût d'opportunité de ne pas travailler était beaucoup trop gros. Ouais. Puis au début, ben, de travailler avec Thomas, il est revenu dans Cookit. Maintenant, ça fait comme 3 ans. Mais en premier, moi puis Thomas, on est pareil. OK. Puis d'avoir 2 personnes, tu sais, comme moi, je le suggère pas parce qu'on voulait faire les mêmes choses, on avait les mêmes forces. Fait qu'on était 0 complémentaires, on était 2 copier-coller. Ouais, fait qu'on faisait comme juste se rendre fou. Puis il n'y avait pas personne qui voulait comme, tu sais, faire la job que l'autre voulait pas faire. Fait que ça a comme cassé assez rapidement, après comme peut-être 6 mois. Fait que moi, je me suis ramassée toute seule dans Cookit assez rapidement, enceinte. C'était comme pas de cash. Fait que là, ça a beaucoup... Une chance qu'on avait pris le local dans le 165 Viateur parce qu'on est arrivé comme dans la communauté start-up de Montréal. Fait que là, on a rencontré des gens de Raph Paquin, de Frank & Oak qui est venu nous aider, des LP Maurice de chez Bud qui nous faisaient des intros, des Sophie Boulanger de Bon Look. Je comprends. Fait qu'on s'est comme... j'ai comme eu comme ma première gang d'entrepreneurs, mettons, puis tous les gens qui venaient autour, fait que, des designers, des Charles Deluvio de ce monde, du monde qui sont venus nous aider, qui étaient vraiment in love avec l'idée de révolutionner l'industrie alimentaire canadienne, parce que ça a tout le temps, since day one, c'était ça le pitch. Ouais. Puis ces gens-là, ils voulaient plus contribuer que, mettons, ils savaient qu'on n'avait pas une scène, fait que tout le monde venait comme pitch in. Dans ce temps-là, tu peux pas avoir des attentes, comme dans le sens que si la personne en tombe dans le jus pendant 3 mois parce qu'elle est sur un autre projet, tu passes en bas de la liste. Fait que ça travaille vraiment ta patience. Mais c'est fou, là, tout ce que ces gens-là ont fait là, pour tellement de gens qui ont contribué à l'histoire de Cookit, en tout et partout, là. Mais dans les débuts, c'était des gens qui n'étaient pas payés. C'est tellement vrai, les gens sont tellement... Des fois, on regarde ça et on est comme, les gens là, sont tellement selfish, mais c'est tellement pas tout le monde. C'est tellement pas tout le monde. Puis, tu as parlé, même au début, tu as dit l'hyper-croissance qu'ils avaient eue. Fait tu disais qu'à chaque année, c'était 3 fois à peu près. Ouais. Mais là, pendant la COVID, ça a super explosé. Moi, je voyais que vous avez engagé genre 200 personnes pendant la COVID. Comment on gère ça? Comment tu gères ça? T'as jamais eu une compagnie à autant de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais c'est surtout que
tu sais, mettons, nous, on a fait quoi, 4 acquisitions. On est en train de finaliser la 5e. Fait qu'on a fait beaucoup de croissance en M&A. Merger and Acquisitions. Puis, la plus grosse transaction dans celle-ci, ça a été Miss Fresh qui appartenait à Metro. Fait que nous, on était à 10 millions de chiffre d'affaires. Miss Fresh était à 10 millions de chiffre d'affaires. Metro avait pris 70% de la participation de Miss Fresh. Puis ça marchait pas. C'est comme... Il y avait beaucoup de difficultés en tant qu'entreprise. Mm-hmm. Fait que Metro, à un moment donné, a décidé de vendre ses parts. C'est Cookit qui les a rachetées. Donc, nous... C'est arrivé il y a 3 ans, jour pour jour. Là, on closait la transaction le 19 décembre. Okay. Puis, eux, il y avait une belle usine flambant neuve de 37 000 pieds carrés. Nous, on était dans notre local à Saint-Michel. On avait 10 000 pieds carrés. Puis, on avait vraiment atteint notre capacité maximale. Ouais. On pouvait pas rajouter 50 boîtes pour ça. Je comprends. Puis, quand tu fais un si gros dossier que ça, qui est comme quand même quelques millions de dollars en financement, ou ce que, quand tu fais une transaction, ça te prend ton... tu fais ton LOI en premier, ton Letter of Intent, qui va venir comme lister les termes du deal principal à peu près que tu veux faire, là, le prix, comment, bababa. Puis après ça, Metro, eux, ils étaient super pressés, puis ils disaient, nous, on va avoir closé ça en 3 mois. Okay. Fait que dans un deal comme ça, il faut que tu fasses le LOI. Après ça, il faut que tu fasses une vérification diligente. Fait que là, il faut que tu passes à travers tous les chiffres puis tout. Mm-hmm. Après ça, il faut que tu te fasses un plan de financement. Donc, comment on va la payer, cette acquisition-là, parce que c'est pas avec nos revenus qu'on était capable de se payer ce montant-là. Puis après ça, simultanément à ça, il faut que tu te fasses un plan d'intégration. Parce que la journée que la transaction passait... C'est toi qui run cette... C'est ça. Il n'y a plus rien qui appartient à Metro. Il n'y a plus rien qui appartient... Les 2 cofondateurs, eux, ils partaient. Ouais. Puis on les a plus jamais revus. Comme je les ai croisés. Je comprends, là, mais on les a plus jamais... Oui, c'est ça. Bernard est venu quand même nous aider un petit peu après. Mais Marie, elle était prête à passer à d'autres choses. Mm-hmm. Fait que il faut tout que, c'est comme tu débranches quelque chose, puis il faut que tu replugues quelque chose. Fait que ton plan d'intégration, il faut qu'il soit quand même solide. Mm-hmm. Fait que le plan, c'est eux, il y avait des opérations dans l'Ouest. Fait qu'on allait discontinuer les opérations dans l'Ouest. On allait focuser sur le Québec. On allait fermer notre usine à Saint-Michel, transférer ces volumes-là à VSL, à Ville-Saint-Laurent. Puis une fois que ça serait fait, on transférait les clients Miss Fresh au brand Cookit pour discontinuer le brand. Mm-hmm. Fait que là, parallèlement à ça, sur le site web, il fallait genre déployer un site web, tout driver le trafic vers le site web de Cookit. Faire tout ces genres de landing page-là, travailler le... Fait que là, c'est comme prendre le contrôle des réseaux sociaux, tout transférer les databases, Oh my God. Fait que ça nous faisait comme un plan de... Juste le plan de communication, là, quand tu fais une transaction avec Metro, c'était 146 pages qu'on a toutes rédigées nous autres. Puis à l'époque, là, on était une bébé entreprise. Oui, on avait 10 millions de chiffre d'affaires, là, mais mettons, j'avais pas de haut niveau d'exécutif. Il y avait moi, il y avait mon chum, puis on était pas mal les personnes qui avaient le plus d'expérience. Puis j'avais, mettons, Paul, Laurent, Célic qui étaient avec nous autres. Mais tu sais, on était toutes green complètement dans ça. Fait que, tu sais, pendant ce 3 mois de la transaction, je peux te dire qu'il se passait pas grand-chose chez Cookit, là, parce que comme tu avais comme 5 personnes qui étaient plus les gestionnaires, là, les boss de chacun des départements, qui étaient 100% focus sur cette transaction-là. Fait que ça met ton entreprise à risque. Mais c'est ça que j'allais dire. Y a-tu eu des problèmes dans Cookit pendant que toute ton énergie était ailleurs ou pas tant? Non, ça allait bien quand même. Tellement cool. Hein. Parce qu'on dirait que c'est souvent... On dirait que j'aurais vu l'histoire de comme on a scrappé 40 000 commandes parce qu'on n'avait pas ça ou genre whatever. Mais c'est cool, ça ne soit pas arrivé. Non, pour le vrai, on est vraiment... je sais pas si on est chanceux, là, mais on n'a jamais eu de bug majeur, mettons, en 7 ans. Puis, exemple que... J'ai trop de questions. On dirait que c'est tellement intéressant parce que j'avais cette question-là de genre, je voulais que tu m'expliques comment ça fonctionne une transaction, mais je t'ai même pas demandé, puis tu m'as tout expliqué, c'est ça malade, là. Puis, comment, tu sais, j'avais vu ta vidéo de Adopting que tu disais que vous faisiez 3 millions de chiffre d'affaires, mais tu ne te versais pas encore de salaire. Ouais. C'est quand que tu as commencé à pouvoir te verser un salaire? Tu vois, avec Adopting, j'ai eu comme mon premier salaire parce que M. Bouchard me donnait la bourse de c'était 2000 $, par mois. Puis l'affaire qui est dans mon histoire, l'affaire c'est que dans cette année-là, à un moment donné, ma mère meurt de la sclérose latérale amyotrophe. Puis elle
elle est morte comme à 54 ans, puis elle avait des assurances-vie jusqu'à 55 ans, vraiment dans le tapis. Et moi, ma situation financière a vraiment changé bout pour bout durant cette période-là. Ouais. Fait qu'après ça, d'avoir un salaire, c'était plus vraiment... Puis là, j'ai fait de l'argent, là, mais je suis pas devenue multimillionnaire, mettons. Là. Mais après ça, vraiment, tout mon focus était sur Cookit. Je comprends. Fait que, tu sais, j'étais plus autant un struggling entrepreneur parce que, tu sais, quand tu as un bébé comme ça à grandir, ben, tu vas tout le temps faire le choix d'avoir une compétence de plus, une personne de plus, d'investir 50 000 $ de plus dans... Que de prendre un salaire. Que de prendre un salaire. Fait que, moi, c'était vraiment... c'était le minimum. Puis justement, mon chum, c'était un actuaire. Fait qu'on avait un loyer puis tout. Mais je raconte souvent que, justement, quand je me suis fait adopter par M. Bouchard de Couche-Tard, la première affaire que j'ai faite, c'est que je suis allée m'acheter des vêtements. Parce que ça faisait fou, comme 4 ans que j'avais pas magasiné. Puis, tu sais, mais je faisais le principe Mark Zuckerberg bien contre moi, là, tu sais, t-shirt, puis genre, puis leggings, puis genre, souliers noirs Nike. Puis c'était comme ça que j'étais habillée, genre, 365 jours par année. Mais c'était bien contre moi. Puis là, je voulais en parler plus tard, mais là, tu en parles de M. Bouchard, là, M. Alain Bouchard. Tu as eu la chance d'être adopté par Alain Bouchard, qui est comme le rêve, je pense, que de straight tout le monde au Québec. Là. Qu'est-ce que ça l'a fait concrètement pour toi? Tout. Moi, j'étais une fille qui avait bien de la misère à m'entourer de mentors parce que... C'est peut-être juste parce que j'étais tombée sur des gens... moins relevant, admettons. Mais tu sais, en étant en e-com, déjà là, en 2014, être en e-com, il n'y a pas tant de monde qui ont vécu ça à ce moment-là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui apporte une réelle expertise autour de la table, à part comme les nouveaux jeunes. Mais tu sais, mettons, quand tu fais des futurs preneurs ou des Fondations Montréal Link, ils te perdent souvent avec des gens qui... Moi, j'ai l'impression que je perdais mon temps. Non, je comprends. Moi, j'aimais plus me tourner vers comme... Attends, je me tournais vers Nick Duff, puis genre, yo, tu fais ça comment? Puis, tu sais, que, admettons, avoir un mentor en tant que tel. Fait que c'était comme... quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux de Nicolas Duvernois, je me suis dit, OK, je vais me faire adopter par M. Bouchard. Puis moi, je suis adepte de la loi de l'attraction. Genre, je suis une big believer de cela. Fait que pendant comme 6 mois, c'est tout le temps ça que je me répétais. Le vidéo, je l'ai fait pour M. Bouchard. Tu sais, fait que je dis pas M. Bouchard, mais je dis des affaires. Oui, c'est pour M. Bouchard. Fait que quand il m'a adoptée, j'étais vraiment surprise parce qu'il y a un journaliste ami de Les Affaires qui venait de me dire 2 secondes avant que j'avais pas été choisie. Fait que... puis lors de ma première rencontre, puis l'histoire de Cookit s'est bâtie comme ça. Je venais de lire son livre quand son adjointe Martine m'a donné son livre quand il m'a adoptée, puis on se rencontrait comme 1 mois après. Puis, fait que je lisais son livre, puis je comprenais qu'il avait vraiment bâti une carrière en faisant du M&A, en faisant des acquisitions tout le long, en consolidant le marché. Fait que c'est là que je suis rentrée en contact avec mon ancien partenaire. Puis lui, il avait une plus petite entreprise que Cookit. Puis ça a été comme ça notre première transaction. Parce que moi, je voulais avoir quelque chose à dire à M. Bouchard quand j'allais comme... OK, tu voulais comme acheter l'entreprise pour voir... merger. C'est sorti dans les médias qu'on l'avait acheté, là, mais c'était plus un merge. Puis lui, il prenait des actions de Cookit. Puis, fait que quand j'ai rencontré M. Bouchard la première fois, mais j'avais déjà comme mon petit dossier où j'étais comme... Et maintenant, j'en ai M&A. Fait que... Puis honnêtement, là, c'est un homme tellement intelligent, tellement brillant, tellement stratégique. C'est un homme qui te fait tellement confiance. Là. Jamais il nous a questionné, jamais comme... Tu sais, c'est sûr que quand on arrive, là, parce que maintenant c'est un investisseur, c'est encore un mentor, c'est un... Je sais pas si j'ai le droit de dire ami, là. Je suis sûr que t'as le droit. Parce que si tu le textes, il répond. Oui, tout le temps. C'est un ami. Ouais, mais tu sais, je me vois comme sa petite protégée. Je comprends. Fait que... mais c'est ça, fait que j'avais comme peur de le rencontrer, mais il a compris tout de suite la business. Il suivait déjà Good Food, fait qu'il comprenait tout. Là, il connaissait pas en e-commerce, mais il comprenait comment ça marchait pareil. Puis, fait que c'était... puis après ça, ben, t'es la petite protégée d'Alain Bouchard. Fait que là t'as comme
full de crédibilité. Là. Fait que je me souviens, après ça, ils me faisaient des intros comme avec du monde chez Novacap, tu sais. Ouais, puis genre, tu sais, Novacap, ils font pas un investissement avec des tickets de moins de 50 millions, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, c'était comme... Là, je rentrais comme dans la cour des grands, mettons. Je comprends. Puis, parce que le temps file, là, fait que j'ai comme 3 dernières questions que je veux vraiment te poser. Good Food, c'est comme tes compétiteurs directs. C'est quoi la relation que tu as avec eux? Comment tu les vois? Parce que j'ai vu dans un article, tu disais que eux, ils étaient rendus à 25 millions, je pense, chiffre d'affaires, puis tu disais comme, hey, c'est comme si on se bat, là, ça n'a pas de sens, là, ils sont rendus comme trop gros, là, c'est plus fair. Genre. Puis là, j'étais comme, hey, c'est tellement drôle de lire ça aujourd'hui, mais Good Food sont en bourse, right? Fait que là, est-ce qu'il y a encore ce même écart-là que tu fais comme, ils sont encore en avant ou putain? Ben là, c'est crunchy un peu. L'affaire, moi, j'ai beaucoup de respect pour Jonathan. On se connaît depuis, tu sais, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, il a coché présent. Fait que j'ai beaucoup de respect. Chose certaine, ils ont pris des mauvaises décisions et puis ça les a impactés grandement. Fait que, tu sais, quand je regarde ce qui se passe, je me dis... Genre, je suis vraiment très contente d'être dans mes souliers. Tu sais, on a peut-être été moins rapide, mais tu sais, moi, je faisais du kit à cuisiner puis du prêt-à-manger pour les Judites de ce monde. Puis c'est vraiment ça. Fait que j'essaie de comprendre mon persona, puis je focusais sur l'expérience client. Puis chaque démarche qu'on faisait, ça a tout le temps été là-dedans. Puis quand on se lançait des projets, on les a tout le temps bêta-testés avant de les scaler. Puis, tu sais, c'est comme on n'est pas... Tu sais, comme on n'avait peut-être pas la pression des marchés publics, ben, tu sais, on n'avait pas besoin... Tu sais, c'était pas genre, OK, ben, non, tu sais, nous autres, le prêt-à-manger... Tu sais, le prêt-à-manger, on a eu le temps de le tester, genre, de tester plein de recettes à l'interne avant d'investir comme notre premier 2 millions dans cette usine-là. Tu sais, fait qu'on a eu le bénéfice de prendre notre temps. Que quand ça fait 8 ans que je suis en affaires, là, je suis encore un bébé entrepreneur, mais je vois vraiment la différence entre Judith il y a 4 ans, même Judith l'année passée. Fait que, ça prend, d'après moi, là, ça te prend un bon 7, 8, 9, 10 ans là, avant de comprendre vraiment ce que tu es en train de faire. Puis là, de pouvoir faire ces moves-là peut-être un petit peu plus risqués avec une équipe en qui tu as vraiment confiance, qui est déjà parti à la guerre, qui a déjà cette expérience-là, cette seniorité-là. Fait que, c'est ça. Il y a comme un oui, gros, là, mais tu sais, peut-être pas à tout prix puis super rapidement parce qu'après ça, ben, tu vois un peu les catastrophes qui peuvent arriver. Puis là, en 2022, quasiment en 2023, parce que je sais que vous êtes rendu déjà souvent en 2026 là, dans vos plans. En 2022, novembre, c'est rendu quoi, Cookit? C'est rendu où? Est-ce que vous êtes rendu, comme tu as dit, vous avez passé de 700 à 300. C'est rendu quoi, Cookit? Parce que là, je sais que vous changez de bureau aussi. Qu'est-ce qui se passe? Mais, tu sais, je parlais de la mission tantôt, là, mais la mission de Cookit, c'est d'être la meilleure façon de manger. Puis on a vraiment bâti cette expertise-là pour répondre à tout. Tu sais, le milieu de l'alimentation, c'est un milieu super culpabilisant. Parce que c'est plein de questions, tu sais. C'est comme, si tu trop cher, si tu santé, si tu local, si tu frais, si tu bio. Mes enfants vont-tu aimer ça? Ça va-tu me prendre trop de temps? Y a-tu trop de packaging? Fait que c'est comme un jeu où peu importe tu piles, genre, on dirait que c'est comme, mais, fuck. Je comprends. Puis nous, on a comme vraiment une équipe d'experts qui sont capables de bâtir les calendriers selon les menus, qu'il n'y a pas de gaspillage alimentaire, que, tu sais, on travaille pour réduire le packaging. Puis, tu sais, fait qu'il y a vraiment comme, fait que moi, pour moi, là, c'est la puissance de la mission de chez Cookit. Tu sais, l'année passée, c'était 18 millions en retombées en achats qu'on a fait au Québec. Là, c'est quand même plus les salaires, plus ci, plus ça. Fait que pour moi, il y a comme ça qui est au cœur. Puis là, nous, ce qu'on s'en va, c'est vraiment... Tu sais, le kit à cuisiner, c'était comme le premier stepping stone. On est devenu vraiment bon là-dedans. Mais veux pas, les besoins des consommateurs, ils changent. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est comment rester relevant pour ces gens-là. Fait que c'est pour ça que l'innovation est au cœur de Cookit. Fait comment on fait pour continuer à bâtir tout le temps ça? Puis nous, on le voit que la vision de Cookit, c'est vraiment de devenir comme un one-stop shop, mais avec les meilleurs talents culinaires, les meilleurs acheteurs, les meilleures relations avec les fournisseurs. Pour après ça, ben oui, il y a le kit à cuisiner, mais après ça, il y a le prêt-à-manger. On le voit qu'il y a un... Ça, ça grandit... c'est en croissance terrible là, chez nous, ça. Puis après ça,
tu sais, tu as d'autres trucs aussi là, qu'on est en train de bâtir, mais c'est vraiment d'être cet écosystème-là où le client est au centre, puis tous les services, là, et c'est pas les produits, mais c'est les services à valeur ajoutée qui touchent l'alimentation, qui vont au-delà de l'épicerie, ben c'est ça qu'on veut venir répondre. Tellement cool. Puis là, vous visez quoi en chiffre d'affaires ou vous êtes rendu en chiffre d'affaires en ce moment? Là, ce temps-ci, on essaie de juste rester où ce qu'on est. Là. C'est ça le défi, présentement. OK, je comprends, parce que j'avais vu dans un article que pendant la pandémie, vous visiez 100 millions. Est-ce que c'est encore ça ou ça, c'est dépassé? On l'a pas atteint. On l'a pas atteint, OK. Non, on l'a pas atteint. C'est encore l'objectif? Oui. Mark Somme de comme... Moi, mon prochain, c'est 250. OK, mais je sais pas comment je vais faire puis comment je vais y arriver. Je comprends, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu gardes ta vision claire, puis après ça, tu restes à l'affût des opportunités. Mais tu sais, nous, on a vraiment focusé sur le Québec, là, au lieu de partir au Canada au grand complet. On a focusé sur le Québec, puis on s'est dit, on va bâtir le cookit, tu sais, comme le cookit parfait. Puis après ça, on va le répliquer dans d'autres marchés. Fait que ça, c'est comme pas mal la prochaine étape. Là. Je comprends. Dernière question avant qu'on passe à notre dernière section interactive que je pose à tous mes invités. Je prends ma feuille parce que je vais lire un post que tu as fait, OK, sur les réseaux sociaux. Bon, qu'est-ce que j'ai dit comme niaiserie? Je vous le cacherai pas, ce fut une année difficile, une année pas facile. Fort probablement une des plus rough en business. On a fait un plan stratégique au plus fort de la pandémie. Quand pour les kits à cuisiner, c'était Eldorado. On a commencé à déployer le plan et au mois de septembre, octobre, novembre, la game a complètement changé. 6 mois après le début de notre année financière, on a perdu 3 millions. Ouch. Ça a pris beaucoup de décisions difficiles pour redresser le bateau. Les 6 derniers mois ont réussi à break-even. Tu continues pour dire que c'est ça la vie, puis c'est ça la vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, rapidement? Mettons, après l'acquisition de Miss Fresh puis la pandémie, où ce que justement, là, tous les consommateurs sont en ligne. Ils sont pas dans les restos, sont fermés, tout. Moi, je pogne à ce moment-là, là, vraiment une crise d'ego. Où ce que. Puis, tu sais, j'ai pas l'impression, mettons, j'étais pas une vache, là, mais c'est vraiment que je pensais que tout ce que je touchais, ça se tournait comme en or. I was a genius. On était tellement bons, là. Fait qu'on a fait ce plan stratégique-là, qui est justement encore la vision de Cookit, là, qui a été comme, mon Dieu Seigneur, ça nous a pris 4 mois à le faire. Sauf qu'après ça, nous, chez Cookit, on fonctionne avec le Cookit Standard Time, OK? Puis, la dernière étape du plan stratégique à faire, c'est de faire, mettons, tu sais, là, on a comme tout mis sur un tableau, là, il y a 140 lignes. Puis, à un moment donné, c'est de choisir lesquelles on veut faire. Ça, choisir, c'est renoncer, c'est pas mon forté. Puis après ça, de venir les étaler dans le temps. Parce que techniquement, c'est un plan stratégique sur 3 ans. Ça, on a oublié. Fait que là, on vient de closer une rampe de financement. On pense qu'on est Dieu. Puis, on n'a jamais été aussi rapide que ça non plus. Fait que là, on sort du plan stratégique. Puis là, c'est comme, bon, fait que là, on veut faire ça. Fait que je me souviens qu'en juin, l'année passée, là, pas celui qui vient de passer, l'autre année d'avant, 6 mois avant un an avant ce poste-là, il y avait comme 47 nouveaux postes chez Cookit qu'on rentrait. Fait que toute mon équipe de direction, là, on est toutes parties, là, chacun de notre bar, à part Pat, mon chum, qui, lui, était plus conservateur puis qui nous traitait un peu de débiles. Mais on est toutes parties dans cette direction-là. Puis, veut pas, le septembre revient, puis là, on le voit, là, comme, le monde est comme en train de changer, là. Puis pas ça, c'est septembre-ci, le septembre d'avant. Fait que là, il y a vraiment, la pandémie, on commence à avoir vu un peu le bout, les affaires commencent à rouvrir. Fait que pour nous, puis tous les gens qui sont en e-com, en ligne, m'ont partagé le même genre de changement qu'on a vu. C'est que tout a comme changé. Fait que là, nous, on partait comme de 60 millions, puis c'était comme, bon, on va se rendre à 150 millions. Fait que les dépenses qu'on avait, on les avait tu sais, ton payroll, tu l'as déjà triplé dans ta tête en disant, c'est correct qu'on va s'y rendre. Puis, historiquement, on avait toujours triplé Cookit. Fait que it's gonna be good. Fait que là, on a embauché plein de monde. Puis là, il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucun... Tu sais, mettons, il n'y avait comme aucun rituel de gestion, il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait rien qui était organisé. Tu sais, cette business-là, on l'opérait très, très mal. Fait que là, évidemment, là, on voit le payroll qui continue à grimper. Là, on voit qu'on perd de l'argent. Puis là, tu sais, on est parti sur 800 projets. Mais tous dans leur phase très, très...
tu sais, early days. Là. Fait que pas de gros... Tu sais, il y a peut-être une ou deux niaiseries qu'on a faites là, qui nous ont coûté un petit peu de cash, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais là, c'est juste qu'on perd comme justement 1 million par mois. Non. Fait que... Puis ça, c'est comme... On l'a comme pris sur nos épaules, moi puis Pat, puis genre, tu sais, à la maison, on paniquait. Là. Ouais. Puis là, on voyait que... Puis c'est tout le temps, mais dans 2 semaines, il se passe telle affaire, mettons, telle promotion ou genre telle affaire. Ou, fait que, tu sais, puis là, on attendait, puis à un moment donné, au mi-novembre, on a vu, genre, it's not gonna happen. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on a remercié 9 personnes. Puis, tu sais, c'était vraiment... tu sais, c'était nous, là, qui étaient comme partis en fou. Mais c'était le message aussi. T'sais, on contrôlait plus le message. La plupart de mes directeurs qui étaient rentrés, je les connaissais pas. Je comprends. Ils étaient rentrés sous d'autres mondes que moi. J'avais pas cette relation-là. Il y avait pas de vision commune. Il y avait pas... Personne comprenait ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais, là. je comprends. Fait que c'était vraiment... fait que là, c'est pour ça qu'on a fait les congédiements. Fait que ça c'est arrivé au mois d'octobre. OK, ouais. Fait que ça venait juste d'arriver quand... Ouais, je comprends. Puis là, on le voyait qu'on n'allait pas atteindre nos objectifs de croissance. Fait qu'au mois de décembre, on a fait ça. Puis après ça, tu sais, c'était surtout pour impacter le... Tu sais, pour que tout le monde comprenne que, genre, we're not fucking around, guys. Ouais, ça va pas bien pour de vrai. Là. On peut pas continuer. Là. On peut pas, genre, se payer les meilleures machines à café. Puis on n'a pas cet argent-là. Ouais. Fait que ça a comme impacté la trame narrative. Puis après ça, là, tu sais, l'année passée, on l'a vu, là, pour un gestionnaire d'une entreprise, tu passes d'une entreprise en forte croissance à une entreprise qui se structure, là, c'est pas la même game. C'est pas le même, c'est pas les mêmes défis, c'est pas le même... Je veux pas dire que c'est pas le même fun, parce que moi, j'ai vraiment eu du fun dans cette période de structurer la business puis d'apprendre ça. Ouais. Mais c'est vraiment pas la même euphorie. Là, ouais, je comprends. Fait que ça a été très pénible. Puis justement, le temps que je bâtisse mes relations avec les gens qui étaient sous moi, que je connaissais pas, qui me faisaient pas confiance, ça prend du temps, ça. Ouais. Fait que c'était... janvier l'année passée, là, ça a été mon pire mois à vie. Là. Je comprends. Genre, j'en parle, j'ai des flashbacks de ce mois-là, là, le monde, il nous haïssait, tout le monde disait, genre, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est des débiles. Puis, je vais pas dire avec raison, là, mais il y en a beaucoup qui nous connaissaient pas, puis tout ce changement de structure-là faisait en sorte que tout était comme le bordel. Là. Fait que, je comprends. Tabarouette. Là, tu m'en parles, ça me donne de l'anxiété. OK, on passe à la dernière section que je pose à tous mes invités. Ma première question, c'est la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 entrepreneurs / personnalités pour un souper, ça serait qui? Il t'en faut 3. Des entrepreneurs / personnalités. Pas besoin de m'expliquer pourquoi. Juste comme les 3. Sophie Brochu. J'ai jamais eu la chance de m'asseoir avec elle. Puis c'est déjà assis, je pense, dans cette chaise. Ouais. OK, mais pas avec moi, là, avec les gars de Sans Fil. ça a été une de mes... je sais pas, mais c'est une des personnes qui m'a inspirée dans ma vie. Avec tout ce qui se passe dans les médias présentement, 100% Elon Musk. Moi, j'adore les gens comme toxiques. OK. Ça me fascine. Puis, je sais pas c'est quoi son nom, mais tu sais, la fille des... tu sais, j'oublie son nom, je pense que c'est Blake quelque chose, en tout cas, la fille des Knicks, là, les collants. Je sais pas. Non, je sais pas. OK. Parfait. Mais les gens qui connaissent doivent crier dans leur char. Là. Non, je pense pas qu'ils crient. Ah non? Oui, s'ils savent... Oui, mais c'est... S'ils savent c'est qui, oui, cette personne-là, ils sont genre, c'est ça son nom. Oui, mais tu sais, elle a vraiment une histoire super intéressante. Puis, tu sais, elle a fait un IPO, puis avec un produit que... En tout cas, fait que ça met... Puis, peut-être, là, Bob Iger, qui vient d'être renommé à la tête de Walt Disney... ça va être le fun, ça va être intéressant de voir comment ça va jouer, ça. Super. Question rapide. OK? Fait que je te donne une question, il faut que tu répondes le plus rapidement que tu peux. C'est pas ma force, la rapidité. Hein. Ton projet d'affaires le plus marquant? Ma coquette. Le plus bel achat de ta vie? Ma maison. Un rêve secret? C'est pas secret, là, mais partir en voilier pendant X nombre de temps. Ta meilleure habitude de vie? J'en ai pas tant. J'ai beaucoup de mauvaises habitudes de vie. Mais au début, je me disais, c'est trop facile, mauvaises habitudes de vie. Tout le monde dit, ouais, j'aime les chips. Mais là, j'étais comme, non, tu vas-tu te courir des fois, tu vas t'entraîner dessus, tu sauna. OK, je vais dire ça. Déléguer. Nice. Genre, oui, c'est bon, ça. OK, j'adore. Dernière section.
under ou overrated. OK? Fait que je te dis un sujet, tu me dis si c'est over, puis ça peut être properly rated. OK. Le gin tonic. J'étais un peu tannée, là. Je m'excuse, Nick, mais j'ai vu. Ah, le Nick est comme. Non, là, c'est ça. Ouais, tu vois du gin fizz maintenant, puis tout est beau. Aller au cinéma. Pas une fan. Faut que tu dises over ou under. OK. Over. Moi, j'écoute pas les règlements. Fait que over. Overrated, ouais. Les billboards, c'est sur l'autoroute. Je vais dire overrated aussi. TikTok. Properly rated. Un local dans le Vieux-Montréal. C'est surtout un local avec du chauffage et de la climatisation à Montréal. C'est plus ça. Fac, under, over. Mais je suis vraiment excitée. Fait que properly rated aussi. De la poutine. Properly rated aussi. La Coupe du Monde qui se passe en ce moment là, de soccer. De la misère à trouver de l'intérêt pour ça. C'est pas... Over. Le débat social qui en découle est quand même intéressant. OK. Puis j'ai un employé qui nous a envoyé ses journées de vacances parce que c'est un Brésilien. Fait que tous les jours que le Brésil joue, ben il n'y a pas de congé. Je trouve ça fou. Je trouve ça malade. Le dernier, un business lunch, mais comme un vrai business lunch. J'adore. Super. Merci, Judith. Merci beaucoup pour ton temps. Allez acheter des boîtes Cookit en profusion. Fait que merci encore d'être dans mon podcast. Avec grand plaisir.